L'appel de l'indépendance financière, souvent perçu comme un murmure lointain au début d'une carrière, se transforme progressivement en un chant puissant, une aspiration profonde qui structure les décisions et les orientations de vie. Il ne s'agit pas simplement d'une accumulation de richesses, mais d'une quête de liberté, d'autonomie et de sécurité. L'indépendance financière, dans sa définition la plus pure, représente la capacité à vivre sans avoir à travailler activement pour subvenir à ses besoins, les revenus passifs couvrant l'ensemble des dépenses. Cette notion, bien que simple en apparence, englobe une complexité de stratégie, de mentalité et de sacrifice. Historiquement, l'idée de se libérer des contraintes du travail salarié est ancienne. Les propriétaires terriens, les rentiers, les investisseurs d'hier illustrent des formes rudimentaires de cette indépendance. Ce qui a changé, c'est l'accessibilité des outils et des informations. Autrefois réservée à une élite, la quête de l'indépendance financière est désormais à la portée de tout individu armé de discipline et de persévérance. L'Internet, les plateformes d'investissement, l'éducation financière démocratisée ont créé un terrain fertile pour cette aspiration collective. La première étape vers l'indépendance financière est une compréhension approfondie de sa propre situation financière. Cela implique une cartographie précise des revenus, des dépenses, des actifs et des passifs. Sans cette clarté, toute tentative de progression est vouée à l'imprécision. Un budget, qu'il soit mensuel ou annuel, n'est pas un instrument de restriction, mais un outil de planification et de contrôle. Il permet d'identifier les fuites financières, les dépenses superflues et de rediriger ces fonds vers l'épargne ou l'investissement. Les catégories de dépenses, qu'elles soient fixes comme le loyer ou variables comme les loisirs, doivent être analysées pour optimiser chaque euro. L'établissement d'objectifs financiers précis et mesurables, tels que l'épargne d'un certain montant par mois ou l'investissement dans un type d'actif spécifique, fournit une feuille de route claire. L'épargne, bien que fondamentale, ne constitue qu'un pilier de l'indépendance financière. L'inflation érode le pouvoir d'achat de l'argent non investi. C'est pourquoi l'investissement est l'étape suivante, permettant à l'argent de travailler pour soi. Les avenues d'investissement sont multiples et variées, chacune présentant des niveaux de risque et de rendement différents. Les marchés boursiers, à travers l'achat d'actions individuelles ou de fonds indiciels, ETFs, offrent une participation à la croissance économique mondiale. L'immobilier, qu'il s'agisse d'investissements locatifs, résidentiels ou commerciaux, peut générer des revenus passifs stables et une appréciation du capital. Les obligations, bien que généralement moins rémunératrices, offrent une stabilité relative et une diversification du portefeuille. Plus récemment, les crypto-monnaies ont émergé comme une classe d'actifs à forte volatilité, mais aussi à fort potentiel de rendement. La diversification est une stratégie clé pour mitiger les risques inhérents. Ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier est un principe fondamental de la gestion de portefeuille. Outre les placements traditionnels, la création de sources de revenus passifs est un élément central de l'indépendance financière. Les dividendes d'actions, les loyers immobiliers, les intérêts d'obligations sont des exemples classiques. Cependant, l'ère numérique a ouvert de nouvelles voies. La création de contenus en ligne, tels que des blogs, des chaînes YouTube ou des podcasts, peut générer des revenus publicitaires ou des revenus d'affiliation. La vente de produits numériques, comme des e-books, des cours en ligne ou des logiciels, constitue également une source de revenus passifs une fois le produit créé. L'investissement dans des entreprises qui versent des redevances ou la création de sa propre propriété intellectuelle sont d'autres approches. Ces méthodes nécessitent souvent un investissement initial de temps ou de capital, mais à terme, génèrent des flux de trésors sans intervention continue. La maîtrise des dettes est un aspect crucial de l'indépendance financière. Les dettes à fort intérêt, comme les dettes de carte de crédit ou certains prêts personnels, agissent comme un frein majeur à l'accumulation de richesses. Leur remboursement prioritaire libère des capitaux qui peuvent ensuite être dirigés vers l'épargne et l'investissement. La distinction entre bonne dette et mauvaise dette est pertinente. Une bonne dette est celle qui finance un actif qui prend de la valeur ou génère un revenu, comme un prêt immobilier pour un investissement locatif. Une mauvaise dette finance des dépenses de consommation qui ne génèrent aucun retour. La psychologie de l'argent joue également un rôle prépondérant. La gratification différée, la patience, la discipline sont des qualités essentielles. La tentation de la consommation immédiate est un obstacle constant. Développer une mentalité d'épargnant et d'investisseur plutôt que de consommateur est un changement de paradigme nécessaire.
L'éducation financière continue est indispensable. Lire des livres sur la finance personnelle, suivre l'actualité économique, comprendre les mécanismes des marchés permet de prendre des décisions éclairées et d'éviter les pièges. L'indépendance financière n'est pas un état statique, mais un processus dynamique. Les conditions économiques changent, les marchés fluctuent, les besoins personnels évoluent. Il est donc nécessaire de réévaluer régulièrement sa situation, d'ajuster ses stratégies et de s'adapter. Cela peut impliquer de modifier son portefeuille d'investissement, de rechercher de nouvelles sources de revenus ou de réviser ses objectifs financiers. La transition vers l'indépendance financière implique souvent des compromis. Cela peut signifier des choix de vie plus modestes pendant la phase d'accumulation ou des sacrifices en termes de loisirs ou de dépenses de luxe. Cependant, la perspective de la liberté future motive ces décisions. La capacité à choisir comment passer son temps, à poursuivre des passions sans la contrainte de la nécessité économique, représente la récompense ultime. La planification successorale, bien que souvent reléguée à un stade plus tardif de la vie, est une composante de l'indépendance financière, surtout lorsqu'on aborde la notion de pérennité de la richesse. Assurer la transmission de son patrimoine de manière efficace et fiscalement avantageuse est une préoccupation légitime. Cela implique la rédaction d'un testament, l'établissement de fiducies ou la souscription d'assurance-vie selon les législations en vigueur. L'impact de l'indépendance financière sur la société est également notable. Un individu financièrement indépendant est potentiellement plus enclin à prendre des risques entrepreneuriaux, à innover, à s'engager dans des activités bénévoles ou à soutenir des projets communautaires. La pression économique est allégée, la liberté de contribution sociale augmente. En synthèse, l'appel de l'indépendance financière est une invitation à une transformation de la relation à l'argent, du temps et de la liberté individuelle. Elle repose sur des principes fondamentaux d'épargne, d'investissement, de gestion de la dette et d'éducation financière. C'est une quête exigeante mais gratifiante, offrant la promesse d'une vie où les choix ne sont pas dictés par la nécessité, mais par la volonté et la passion. La quête de la richesse a toujours fasciné l'humanité, poussant les individus à explorer diverses avenues pour atteindre l'indépendance financière, voire l'opulence. Parmi ces chemins, l'entrepreneuriat est souvent présenté comme la voie royale, le Graal des aspirants à la fortune. Cette perception est-elle fondée ? L'examen des faits et des mécanismes inhérents à la création d'entreprises permet de nuancer cette affirmation, tout en reconnaissant les opportunités exceptionnelles qu'elle peut offrir. L'entrepreneuriat, par définition, implique la création, le développement et la gestion d'une entreprise, dans le but de réaliser un profit. Ce processus est intrinsèquement lié à la prise de risque, à l'innovation et à la capacité de transformer une idée en une valeur économique tangible. Historiquement, de nombreuses fortunes considérables ont été bâties sur des initiatives entrepreneuriales audacieuses. Les exemples sont légion, allant des magnats de l'industrie aux pionniers de la technologie. Ford, Rockefeller, Carnegie, plus récemment Jobs, Gates, Bezos, tous ont illustré la puissance de l'entrepreneuriat comme moteur de génération de richesse. Cependant, il est crucial de distinguer la réussite exceptionnelle, souvent médiatisée, de la réalité statistique de l'entrepreneuriat. La majorité des entreprises créées ne connaissent pas un succès fulgurant. Un pourcentage significatif échoue au cours des premières années, souvent en raison d'un manque de financement, d'une mauvaise gestion, d'un marché saturé ou d'une concurrence intense. Les statistiques varient selon les pays et les secteurs, mais le taux de survie des jeunes entreprises est un indicateur clé. Par exemple, des études montrent que moins de la moitié des entreprises franchissent le cap des 5 ans. Cela ne signifie pas que l'entrepreneuriat est une voie vouée à l'échec, mais plutôt qu'il s'agit d'un parcours exigeant, semé d'embûches et nécessitant des compétences diverses et une résilience à toute épreuve. La richesse générée par l'entrepreneuriat ne se manifeste pas uniquement par le profit direct de la vente de biens ou de services. Elle peut également prendre la forme de la valorisation de l'entreprise elle-même. La vente d'une entreprise à un prix supérieur à son coût de création et de développement est une source majeure de capital pour les entrepreneurs. L'introduction en bourse d'une entreprise, processus par lequel ses actions sont offertes au public, est un autre mécanisme permettant aux fondateurs et aux premiers investisseurs de réaliser des gains substantiels. Ces événements sont souvent le point culminant de plusieurs années, voire de décennies, de travail acharné et d'investissement considérable. Un aspect fondamental de l'entrepreneuriat en tant que vecteur de richesse est sa capacité à créer un effet de levier. Contrairement à un emploi salarié où le revenu est généralement linéaire et plafonné par le temps de travail et la valeur de la main-d'œuvre, une entreprise peut générer des revenus de manière exponentielle.
En investissant dans des processus, des technologies et en déléguant des tâches, l'entrepreneur peut démultiplier sa capacité de production et par conséquent ses revenus. L'échelle est un facteur déterminant. Une entreprise qui sert un marché local aura un potentiel de richesse différent de celui d'une entreprise qui opère à l'échelle nationale ou mondiale. La nature même de l'innovation est également un moteur de richesse entrepreneuriale. Les entrepreneurs qui identifient un besoin non satisfait ou qui proposent une solution nouvelle et plus efficace à un problème existant peuvent créer des marchés entiers ou perturber les marchés existants. C'est le cas des entreprises technologiques qui ont transformé des secteurs entiers de l'économie, de la communication au divertissement en passant par le transport. Ces innovations, lorsqu'elles sont protégées ou conférées par des avantages concurrentiels durables, peuvent conférer à l'entreprise un monopole temporaire ou une position dominante permettant des marges bénéficiaires élevées et une accumulation rapide de capital. Cependant, l'entrepreneuriat n'est pas une voie universellement accessible ou adaptée à tous. Il requiert un ensemble de compétences et de qualités personnelles qui ne sont pas toujours innées. La vision stratégique, la capacité à prendre des décisions sous pression, la persévérance face à l'adversité, la capacité à vendre et à négocier et une compréhension aiguisée des aspects financiers et légaux sont autant d'éléments cruciaux. De plus, l'accès au capital est souvent un obstacle majeur. Démarrer une entreprise nécessite des fonds pour l'équipement, le marketing, le personnel et le fonds de roulement. Sans un capital de départ suffisant, même la meilleure des idées peut échouer. C'est pourquoi de nombreux entrepreneurs se tournent vers des investisseurs, des banques ou utilisent leurs propres économies, ce qui ajoute une couche de risque personnel. La distinction entre la richesse brute et la richesse nette est également pertinente. Un entrepreneur peut diriger une entreprise qui génère des millions de revenus, mais si les dépenses sont également très élevées, la richesse personnelle de l'entrepreneur peut être limitée. De nombreux entrepreneurs réinvestissent une grande partie de leurs profits dans l'entreprise pour soutenir sa croissance, ce qui retarde la réalisation de leur richesse personnelle. Il s'agit d'un pari sur l'avenir, une conviction que la croissance future de l'entreprise produira in fine une valeur bien plus grande. L'entrepreneuriat offre également une forme de richesse qui va au-delà de l'aspect purement financier. L'autonomie et la satisfaction personnelle, la liberté de diriger sa propre entreprise, de donner vie à sa vision, de créer des emplois et d'avoir un impact sur la société sont des récompenses immatérielles qui peuvent être aussi importantes que les gains financiers pour certains individus. Cette motivation intrinsèque peut être un puissant moteur soutenant l'entrepreneur à travers les inévitables difficultés et frustrations. Il est également important de considérer les alternatives à l'entrepreneuriat pour s'enrichir. L'investissement dans l'immobilier, les marchés boursiers, l'acquisition de compétences hautement rémunératrices ou même la constitution d'un patrimoine par l'épargne et l'investissement régulier sont des voies viables, bien que potentiellement plus lentes. Ces méthodes peuvent être moins risquées et moins exigeantes en termes de temps et d'énergie que la création d'une entreprise. L'entrepreneuriat n'est pas donc la seule voie ni nécessairement la plus facile, mais elle est celle qui offre le potentiel de croissance de richesse le plus rapide et le plus significatif, à condition que tous les facteurs s'alignent. En conclusion, qualifier l'entrepreneuriat de voie royale pour s'enrichir est une simplification. C'est indéniablement une voie potentiellement très lucrative, capable de générer des richesses considérables et de transformer des vies. Cependant, elle est exigeante, risquée et ne garantit pas le succès. Elle requiert une combinaison unique de vision, de compétences, de persévérance et de chance. Pour ceux qui possèdent ces attributs et qui sont prêts à investir un effort et un capital significatif, l'entrepreneuriat peut effectivement être le chemin le plus direct et le plus puissant vers l'indépendance financière et au-delà. Néanmoins, une compréhension claire de ces défis et de ces exigences est essentielle pour quiconque envisage de s'y aventurer. L'investissement judicieux de l'argent est une discipline qui repose sur des principes fondamentaux, des analyses rigoureuses et une compréhension approfondie des mécanismes économiques et financiers. Il ne s'agit pas de spéculation hasardeuse, mais plutôt d'une démarche réfléchie visant à faire fructifier un capital sur le long terme. Un premier pilier de l'investissement judicieux est la diversification. La concentration excessive sur un seul actif, une seule classe d'actifs ou un seul secteur d'activité expose l'investisseur à un risque disproportionné. En répartissant les investissements sur différentes catégories, comme les actions, les obligations, l'immobilier, les matières premières ou les fonds indiciels, il est possible de réduire l'impact d'une contre-performance isolée. Par exemple, si le marché boursier connaît une correction, les obligations, qui sont souvent moins volatiles, peuvent servir de tampon.
De même, un portefeuille diversifié géographiquement permet de bénéficier de la croissance de différentes régions du monde, atténuant les effets d'un ralentissement économique localisé. La diversification ne garantit pas l'absence de pertes, mais elle contribue à lisser les rendements et à limiter les risques extrêmes. Le second principe est l'horizon de temps. L'investissement judicieux est intrinsèquement lié au long terme. Les marchés financiers sont caractérisés par des fluctuations à court terme, souvent imprévisibles et dictées par le sentiment ou des événements ponctuels. Tenter de battre le marché en anticipant ses mouvements est une tâche ardue, souvent vaine et qui génère des coûts de transaction élevés. En revanche, sur plusieurs décennies, les marchés ont historiquement démontré une tendance à la hausse, reflétant la croissance économique globale et l'innovation. La patience est une vertu cardinale de l'investisseur avisé. Elle permet de traverser les périodes de volatilité sans paniquer et de bénéficier de l'effet cumulatif des rendements. Un investissement initial de 10 000 € avec un rendement annuel moyen de 7% peut se transformer en près de 80 000 € en 30 ans, sans apport supplémentaire, grâce à l'intérêt composé. La compréhension des risques est également essentielle. Chaque investissement comporte un certain degré de risque. Le capital n'est jamais garanti, sauf dans des cas spécifiques comme les fonds garantis qui offrent en contrepartie des rendements généralement faibles. Le risque de marché, le risque de crédit, le risque de liquidité, le risque de change sont autant de facteurs à considérer. Une analyse minutieuse du profil de risque de chaque actif et de sa corrélation avec les autres actifs du portefeuille est indispensable. Par exemple, les actions de jeunes entreprises à forte croissance peuvent offrir des rendements potentiellement élevés, mais elles sont aussi plus volatiles que les actions de grandes entreprises établies. Les obligations d'État émises par des pays solvables sont généralement considérées comme moins risquées que les obligations d'entreprise. Une évaluation réaliste de sa propre tolérance au risque est fondamentale pour construire un portefeuille qui correspond à ses objectifs financiers et à son profil psychologique. L'éducation financière continue est un autre élément constitutif de l'investissement judicieux. Les marchés évoluent, de nouveaux produits apparaissent, la réglementation change. Il est impératif de se tenir informé, de comprendre les produits dans lesquels on investit et de ne pas se fier uniquement aux conseils d'autrui sans les remettre en question. La lecture de livres spécialisés, la consultation de sources fiables d'informations financières, la participation à des séminaires peuvent contribuer à affiner ses connaissances. Comprendre les ratios financiers, les principes de valorisation des entreprises, les implications des politiques monétaires est un avantage considérable. Par exemple, la lecture des rapports annuels des entreprises dans lesquelles on envisage d'investir peuvent révéler des informations cruciales sur leur santé financière, leur stratégie et leurs perspectives d'avenir. Le contrôle des coûts est un aspect souvent sous-estimé. Les frais de gestion, les commissions de transaction, les spreads, les taxes peuvent éroder significativement les rendements sur le long terme. Un investissement qui semble attractif peut perdre de son intérêt si les coûts associés sont trop élevés. La recherche de produits à faibles frais, comme les fonds indiciels cotés, ETF, qui répliquent un indice boursier avec des frais de gestion réduits, peut être une stratégie pertinente. Par exemple, une différence d'1% en frais annuels peut réduire de manière substantielle le capital final accumulé sur plusieurs décennies. Il est donc crucial de comparer les structures de frais et de choisir des solutions efficientes. La discipline émotionnelle est un facteur déterminant du succès à long terme. Les marchés sont souvent animés par la peur et la cupidité. En période de forte hausse, l'euphorie peut pousser à prendre des risques excessifs. En période de baisse, la panique peut inciter à vendre ses actifs à perte. L'investisseur judicieux développe une approche méthodique et s'en tient à son plan initial, même face à l'incertitude ou à la volatilité. Il ne laisse pas les émotions dicter ses décisions. L'élaboration d'un plan d'investissement clair, définissant les objectifs, la stratégie et les limites de risque, est un outil précieux pour maintenir cette discipline. La mise en place de rééquilibrage périodique du portefeuille, par exemple une fois par an, permet de s'assurer que l'allocation d'actifs reste conforme à ses objectifs initiaux en vendant les actifs qui ont surperformé et en achetant ceux qui ont sous-performé, contribuant ainsi à l'achat à bas prix et à la vente à prix élevé. L'investissement régulier, connu sous le nom de dollar cost averaging ou investissement programmé, est une stratégie qui consiste à investir une somme fixe à intervalles réguliers, indépendamment des fluctuations du marché. Cette approche permet de lisser le prix d'achat moyen sur le long terme. Lorsque les prix sont bas, un montant fixe achète plus d'unités d'un actif. Lorsque les prix sont élevés, il en achète moins. Cette méthode réduit le risque de faire un investissement unique au sommet du marché et favorise une approche disciplinée.
Elle est particulièrement adaptée aux investisseurs qui n'ont pas un capital initial important, mais peuvent épargner régulièrement une partie de leurs revenus. La compréhension des concepts fiscaux est également primordiale. L'impôt sur les plus-values, les prélèvements sociaux, les impôts sur les dividendes ou les intérêts peuvent avoir un impact significatif sur les rendements nets. Optimiser sa fiscalité en utilisant des enveloppes fiscales avantageuses, comme les comptes-titres, les plans d'épargne en actions, PEA, ou les assurances-vie selon les législations nationales, est une démarche intelligente. Par exemple, le PEA en France offre une exonération d'impôt sur les plus-values après une certaine durée de détention sous certaines conditions. L'assurance-vie, outre ses avantages successoraux, propose souvent une fiscalité allégée sur les rachats après plusieurs années. La connaissance des dispositifs fiscaux permet de maximiser le rendement réel des investissements. Enfin, l'adaptabilité et la révision périodique du plan d'investissement sont essentielles. La vie change, les objectifs financiers évoluent, le contexte économique se modifie. Ce qui était une stratégie appropriée à 30 ans peut ne plus l'être à 50 ou 60 ans. Un jeune investisseur avec un horizon de temps long peut se permettre d'avoir une allocation d'actifs plus agressive avec une proportion plus élevée d'actions. À l'approche de la retraite, il peut être judicieux de réduire le risque en augmentant la part des obligations ou d'autres actifs moins volatiles. Des événements majeurs comme un mariage, la naissance d'un enfant, l'achat d'un bien immobilier, un changement d'emploi peuvent nécessiter une réévaluation du plan d'investissement. L'investisseur judicieux ne s'enferme pas dans une stratégie rigide, mais sait l'adapter de manière réfléchie et proactive. En somme, l'investissement judicieux est une démarche complexe mais accessible, fondée sur la diversification, un horizon de temps long, une gestion rigoureuse des risques et des coûts, une éducation financière continue, une discipline émotionnelle, une stratégie d'investissement régulière, une optimisation fiscale et une adaptabilité constante. Ces principes, appliqués avec rigueur et patience, constituent la voie vers l'accroissement durable du patrimoine. Le monde du travail contemporain se caractérise par une complexité et une mutation accélérée, rendant l'analyse des opportunités d'enrichissement multidimensionnelle. Traditionnellement, l'enrichissement était perçu comme le corollaire d'une carrière linéaire, souvent au sein d'une même entreprise, avec une progression hiérarchique et salariale constante. Ce modèle, bien que toujours existant, est de moins en moins la norme unique. L'économie globalisée et numérisée a engendré de nouvelles dynamiques, où la valeur ne réside plus uniquement dans la durée d'ancienneté ou la simple exécution de tâches, mais de plus en plus dans la capacité à innover, à s'adapter et à créer de la valeur de manière autonome ou en réseau. La notion d'enrichissement elle-même est évoluée. Au-delà de l'accumulation de capital financier, elle englobe désormais souvent des aspects comme le capital humain, l'acquisition de compétences rares et transférables, le capital social, la construction d'un réseau professionnel solide et le capital intellectuel, la maîtrise d'informations et de connaissances spécifiques. Ces formes de capital sont devenues des leviers essentiels pour l'enrichissement financier, car elles augmentent la capacité d'un individu à générer des revenus, à sécuriser son employabilité et à saisir des opportunités. L'accès à l'information et la dématérialisation de nombreuses activités ont également aplani certaines barrières à l'entrée. Il est désormais possible de démarrer une activité génératrice de revenus avec des investissements initiaux relativement faibles, notamment dans les secteurs du numérique et des services. Le phénomène des side hustles, des activités complémentaires exercées en dehors du cadre de l'emploi principal, illustre cette tendance. Ces activités peuvent servir de tremplin vers une indépendance financière ou compléter des revenus jugés insuffisants. Elles permettent l'expérimentation de nouvelles compétences et la validation de marchés potentiels avant un engagement plus important. L'entrepreneuriat, sous ses diverses formes, représente une voie majeure vers l'enrichissement. Qu'il s'agisse de la création de start-up à fort potentiel de croissance, de l'établissement d'une activité de service plus traditionnelle ou de l'investissement dans des entreprises existantes, l'esprit d'entreprise est souvent associé à la recherche d'une autonomie et d'une récompense proportionnelle à la prise de risque et à l'innovation. Cependant, l'entrepreneuriat n'est pas une voie garantie vers la richesse. Il exige une résilience, une capacité à gérer l'incertitude et souvent des compétences multidisciplinaires, allant de la gestion financière au marketing, en passant par la gestion des ressources humaines et le développement de produits. La réussite entrepreneuriale est souvent le fruit d'une convergence entre une idée novatrice, une exécution rigoureuse et un timing de marché favorable. Les secteurs technologiques, en particulier, ont créé des opportunités d'enrichissement sans précédent pour les individus dotés de compétences spécifiques. Le développement de logiciels, l'analyse de données, la cybersécurité, l'intelligence artificielle et la blockchain sont des domaines où la demande dépasse largement l'offre de talents qualifiés, entraînant des rémunérations élevées.
L'investissement dans l'acquisition de ces compétences, par le biais de formations universitaires, de bootcamps spécialisés ou de l'auto-apprentissage, peut être un investissement stratégique pour l'avenir professionnel. La capacité à apprendre en continu et à s'adapter aux évolutions technologiques est devenue aussi cruciale que la maîtrise des technologies actuelles. Parallèlement, la gig economy ou économie du travail à la tâche a émergé comme une composante significative du marché du travail. Elle offre une flexibilité potentielle et des opportunités de revenus pour un large éventail de personnes, des chauffeurs VTC aux designers graphiques indépendants. Toutefois, cette forme de travail est également associée à des défis, notamment l'absence de protection sociale traditionnelle, la volatilité des revenus et la concurrence accrue. L'enrichissement via la gig economy est souvent le résultat d'une stratégie de diversification des sources de revenus et d'une gestion proactive de sa propre activité. L'investissement sous toutes ses formes constitue une autre méthode fondamentale pour l'enrichissement. Cela peut aller de l'investissement immobilier, qui offre souvent une appréciation du capital et des revenus locatifs, à l'investissement en bourse, qui permet de participer à la croissance des entreprises. Les marchés financiers, bien que complexes et volatiles, peuvent générer des rendements significatifs pour les investisseurs informés et patients. La diversification des portefeuilles d'investissement, la compréhension des risques et la persévérance sont des éléments clés de la réussite en la matière. L'accès à des plateformes de trading en ligne et à des informations financières est aujourd'hui plus démocratisé, mais la connaissance des mécanismes économiques et des stratégies d'investissement reste primordiale. La mondialisation a également ouvert de nouvelles frontières pour l'enrichissement. La capacité de travailler à distance pour des entreprises situées dans des pays à pouvoir d'achat plus élevé ou à vendre des produits et services sur des marchés internationaux représente un avantage considérable. La maîtrise des langues étrangères, la compréhension des nuances culturelles et la capacité à opérer dans des environnements réglementaires variés sont des atouts précieux dans ce contexte. Le marché du travail est de plus en plus transfrontalier et la mobilité du capital et des compétences s'accroît. L'éducation et la formation continue jouent un rôle irremplaçable dans la quête d'opportunités d'enrichissement. Les diplômes universitaires, en particulier dans des domaines à forte valeur ajoutée, restent des facilitateurs d'accès à des emplois bien rémunérés. Cependant, l'éducation ne se limite plus aux parcours académiques traditionnels. Les certifications professionnelles, les MOOCs, Massive Open Online Courses, les ateliers spécialisés et l'apprentissage par la pratique sont devenus des moyens efficaces d'acquérir et de renouveler des compétences. L'employabilité et la valeur marchande d'un individu sont directement liées à sa capacité à maintenir ses compétences à jour et en développer de nouvelles, en particulier à l'ère de l'automatisation et de l'intelligence artificielle. La création de propriété intellectuelle est une autre source potentielle d'enrichissement. Que ce soit par le développement de brevets, la rédaction de livres, la composition musicale, la création de logiciels ou la production de contenu numérique, la propriété intellectuelle peut générer des revenus passifs significatifs grâce aux droits d'auteur, aux licences ou aux ventes récurrentes. Cette voie exige souvent une expertise créative ou technique spécifique et une capacité à protéger et à commercialiser ses créations. Les plateformes de publication digitale et de distribution de contenu ont considérablement simplifié l'accès au marché pour les créateurs. Enfin, le développement de compétences interpersonnelles et de leadership est souvent sous-estimé dans la course à l'enrichissement. La capacité à communiquer efficacement, à négocier, à résoudre des problèmes complexes, à motiver des équipes et à inspirer la confiance sont des qualités universellement valorisées dans le monde professionnel. Ces compétences, souvent qualifiées de soft skills, complètent les compétences techniques et permettent d'accéder à des postes de responsabilité ou de diriger des entreprises avec succès. Elles sont essentielles pour la progression de carrière et l'établissement de relations professionnelles durables qui sont elles-mêmes des vecteurs d'opportunités. En résumé, le monde du travail offre une mosaïque d'opportunités pour l'enrichissement. Il ne s'agit plus d'un chemin unique et prédéfini, mais d'une combinaison de stratégies, l'acquisition de compétences techniques et comportementales, l'entrepreneuriat, l'investissement, l'exploitation des marchés mondiaux et la création de propriétés intellectuelles. La réussite dépend de la capacité d'un individu à analyser ses opportunités, à prendre des risques calculés, à persévérer et à s'adapter constamment à un environnement économique en perpétuelle évolution. L'économie créative et numérique représente un champ d'opportunités vaste et en constante évolution pour l'enrichissement personnel et collectif. Elle se caractérise par la production et l'échange de biens et services dont la valeur repose principalement sur l'intellect, l'innovation, la créativité et la propriété intellectuelle. Ce secteur englobe une multitude de domaines, allant des arts traditionnels et du divertissement à la conception numérique, en passant par les services technologiques et les plateformes de contenu. Historiquement, la valeur était souvent associée à la rareté des ressources physiques ou à la complexité des processus de fabrication.
L'ère numérique a inversé cette perspective en mettant en avant l'abondance potentielle des informations et des idées, tout en soulignant la valeur de leur curation, de leur interprétation et de leur transformation en produits ou services utiles et désirables. La capacité à générer des idées originales, à les prototyper rapidement, à les distribuer à l'échelle mondiale et à les monétiser de diverses manières est au cœur de cette nouvelle économie. Un exemple frappant est celui des industries du logiciel et du jeu vidéo. Un logiciel n'est pas une entité physique au sens traditionnel. Sa valeur réside dans sa fonctionnalité, son interface utilisateur, sa capacité à résoudre des problèmes ou à offrir des expériences immersives. Le coût de production initial d'un jeu vidéo AAA peut être astronomique, mais une fois le produit fini, le coût marginal de distribution numérique est quasi nul, permettant une diffusion massive et une rentabilité exponentielle si le succès est au rendez-vous. Les licences, les abonnements, les achats intégrés, in-app purchases et les microtransactions constituent autant de modèles de monétisation qui n'existaient pas il y a quelques décennies. Les plateformes de contenu telles que YouTube, Twitch ou Patreon ont démocratisé la création et la distribution de contenu, permettant à des individus de transformer leur passion ou leur expertise en une source de revenus substantielle. Les créateurs de contenu monétisent leur audience via la publicité, le sponsoring, les dons directs ou les abonnements payants. La capacité à construire et à engager une communauté autour d'une thématique spécifique est devenue un atout majeur. L'influence numérique, mesurée par le nombre d'abonnés, de vues ou d'interactions, se traduit directement par un capital économique. Le secteur du design, qu'il s'agisse du design graphique, du design UX/UI, expérience utilisateur-interface utilisateur, ou du design de produits numériques, est un autre pilier de l'économie créative. Les entreprises investissent massivement dans la conception pour différencier leurs produits et services, améliorer l'expérience client et renforcer leur marque. Un bon design ne se limite pas à l'esthétique, il optimise la fonctionnalité, l'accessibilité et l'attractivité, créant ainsi une valeur tangible. Les designers indépendants et les agents spécialisés prospèrent en offrant leurs compétences à une clientèle mondiale, souvent via des plateformes de freelancing. L'économie des applications mobiles est un autre exemple pertinent. Des millions d'applications existent aujourd'hui, couvrant une gamme infinie de besoins et de désirs. Le succès d'une application dépend de son utilité, de son innovation, de sa facilité d'utilisation et de sa capacité à résoudre un problème spécifique pour l'utilisateur. Les modèles économiques incluent la vente directe de l'application, les abonnements, la publicité intégrée ou les services freemium où les fonctionnalités de base sont gratuites et les fonctionnalités avancées payantes. La propriété intellectuelle est au cœur de l'enrichissement dans ce domaine. Les droits d'auteur, les brevets, les marques déposées protègent les créations et innovations, permettant aux créateurs et aux entreprises de contrôler l'utilisation de leurs œuvres et de percevoir des redevances. La monétisation de la propriété intellectuelle peut prendre diverses formes, licences, ventes, franchises ou partenariats stratégiques. La gestion efficace de la propriété intellectuelle est un élément crucial pour sécuriser les revenus et protéger l'avantage concurrentiel. L'éducation en ligne et la formation numérique sont également des secteurs en pleine expansion. Des experts dans divers domaines peuvent créer et vendre des cours, des tutoriels, des webinaires ou des certifications en ligne. La connaissance et l'expertise sont transformées en produits numériques accessibles à un public mondial sans les contraintes géographiques ou logistiques de l'enseignement traditionnel. La demande pour l'apprentissage tout au long de la vie et pour l'acquisition de nouvelles compétences numériques alimente cette croissance. Les NFT, Non-Fungible Tokens, et le métavers représentent une nouvelle frontière de l'économie créative et numérique. Les NFT permettent de certifier la propriété numérique d'œuvres d'art, de biens virtuels ou d'autres actifs digitaux, ouvrant de nouvelles voies pour les artistes et les créateurs. Le métavers, quant à lui, promet des mondes virtuels persistants où les utilisateurs pourront interagir, travailler, jouer et acheter des biens et services numériques. Ces technologies émergentes pourraient transformer la manière dont la valeur est créée, échangée et perçue dans l'environnement numérique. La flexibilité et l'accessibilité sont des caractéristiques fondamentales de l'économie numérique. De nombreux professionnels opèrent en tant que freelance, consultants indépendants ou petites entreprises, tirant avantage des outils numériques pour collaborer, communiquer et distribuer leurs services à l'échelle mondiale. Les plateformes de travail à distance et les espaces de coworking virtuels facilitent cette autonomie, réduisant les barrières à l'entrée et augmentant la portée potentielle. Cependant, l'enrichissement dans l'économie créative et numérique n'est pas sans défi. La concurrence est intense, la visibilité est difficile à obtenir sans un marketing efficace et la nécessité de l'innovation constante est primordiale.
Les compétences numériques évoluent rapidement, exigeant un apprentissage continu et une adaptation aux nouvelles technologies et aux nouvelles tendances. La protection contre le piratage et la contrefaçon numérique demeure également une préoccupation majeure. En outre, la question de la valorisation du travail créatif est complexe. Contrairement aux produits manufacturés, la valeur d'une idée ou d'une œuvre peut être subjective et difficile à quantifier. La capacité à articuler la valeur de sa création, à la présenter de manière attractive et à construire une marque personnelle forte est essentielle pour le succès. L'économie créative et numérique encourage également la collaboration et les écosystèmes. Projets complexes nécessitent souvent des équipes multidisciplinaires, regroupant des designers, des développeurs, des spécialistes du marketing, des rédacteurs et des gestionnaires de projets. La capacité à travailler efficacement en équipe, souvent à distance, et à s'intégrer dans des réseaux professionnels est un atout considérable. Les données massives, Big Data et l'intelligence artificielle, IA, jouent un rôle croissant dans l'économie créative. L'analyse des données permet de comprendre les comportements des utilisateurs, d'anticiper les tendances et de personnaliser les offres. L'IA est utilisée pour automatiser certaines tâches créatives, générer du contenu, optimiser les campagnes marketing ou améliorer l'expérience utilisateur, ouvrant de nouvelles opportunités pour l'efficacité et l'innovation. Enfin, l'économie créative et numérique met en avant l'importance du capital humain et du capital intellectuel. Les compétences, les connaissances, l'expérience et la créativité des individus sont les véritables moteurs de la valeur dans ce secteur. L'investissement dans l'éducation, la formation continue et le développement des talents créatifs est donc un facteur déterminant pour la prospérité individuelle et collective. La transformation digitale ne se limite pas à l'adoption de nouvelles technologies, elle implique une refonte des mentalités, des modèles d'affaires et des compétences nécessaires pour naviguer et prospérer dans ce nouvel environnement économique. Aujourd'hui, une analyse approfondie des revenus passifs, une notion qui suscite de vifs débats, souvent entre espoir et scepticisme. L'idée de générer des flux monétaires sans effort direct continu est séduisante, mais sa concrétisation demande une exploration de ses mécanismes et de ses implications. La définition canonique du revenu passif fait état d'un flux d'argent qui est généré avec peu ou pas d'effort continu après la mise en place initiale. Cela contraste fondamentalement avec le revenu actif, obtenu par un travail direct et régulier comme un salaire ou des honoraires de consultant. Pour qu'un revenu soit qualifié de passif, l'investissement initial, qu'il soit en temps, en capital ou en compétences, doit être substantiel, mais les retours ultérieurs ne devraient pas exiger une implication opérationnelle constante. Plusieurs catégories de revenus passifs peuvent être identifiées. L'une des plus anciennes et des plus reconnues est l'immobilier. L'acquisition d'un bien locatif, qu'il s'agisse d'un appartement, d'une maison ou d'un espace commercial, permet de percevoir des loyers mensuels. Après l'investissement initial dans l'achat et potentiellement la rénovation, la gestion courante, qui peut inclure la recherche de locataires, la maintenance et la perception des loyers, est souvent déléguée à une agence immobilière, rendant ainsi le revenu plus passif. Cependant, même avec une gestion déléguée, des décisions stratégiques et une surveillance restent nécessaires, ce qui tempère la passivité totale. La valeur ajoutée peut également provenir de la plus-value latente du bien immobilier qui se réalise lors de la revente. Une autre forme classique de revenu passif réside dans les investissements financiers. Les dividendes d'actions, par exemple, représentent une part des bénéfices d'une entreprise distribuée à ses actionnaires. L'achat d'actions d'entreprises solides et générant régulièrement des profits peut constituer une source de revenus récurrents. Il en va de même pour les intérêts perçus sur des obligations, des comptes d'épargne à haut rendement ou des prêts. Ces formes de revenus nécessitent un capital initial significatif et une compréhension des marchés financiers pour optimiser les rendements et gérer les risques. La diversification est une stratégie clé pour minimiser la volatilité et assurer une certaine pérennité des flux. Avec l'avènement du numérique, de nouvelles avenues de revenus passifs ont émergé. La création de contenu numérique est un exemple probant. Un e-book, une formation en ligne, des photographies ou des musiques sous licence peuvent générer des revenus longtemps après leur création. Une fois le produit élaboré et mis en ligne, les ventes peuvent se poursuivre sans une intervention quotidienne de l'auteur. Le marketing et la promotion initiale sont cruciaux, mais une fois une audience établie ou un produit bien positionné, les revenus peuvent devenir relativement automates. Les droits d'auteur sur des œuvres littéraires, musicaux ou artistiques s'inscrivent dans cette logique, offrant une rémunération pour l'exploitation de la propriété intellectuelle. Les sites web ou les blogs monétisés par la publicité, l'affiliation ou la vente de produits numériques peuvent également constituer une source de revenus passifs.
La création initiale d'un contenu de qualité, l'optimisation pour l'émetteur de recherche et la construction d'une audience demandent un effort considérable. Cependant, une fois le site établi et le trafic généré, les revenus publicitaires via des plateformes comme Google AdSense ou les commissions d'affiliation peuvent s'accumuler avec un entretien minimal. La mise à jour régulière et l'interaction avec la communauté peuvent être bénéfiques, mais ne sont pas toujours obligatoires pour maintenir un certain niveau de revenus. L'investissement dans une entreprise peut aussi générer des revenus passifs. Cela peut prendre la forme de participation minoritaire dans des startups ou des PME où l'investisseur apporte du capital et potentiellement son expertise, mais ne participe pas à la gestion opérationnelle quotidienne. Les retours peuvent se matérialiser par des dividendes ou une plus-value lors de la revente. Cependant, cet investissement présente des risques élevés et nécessite une due diligence approfondie. Il convient de nuancer la notion de passivité totale. Rarement un revenu est entièrement passif. Presque toutes les formes de revenus passifs exigent un certain degré d'effort ou de surveillance même après la mise en place initiale. Par exemple, un propriétaire immobilier doit gérer les imprévus, les entretiens majeurs ou les périodes de vacances locatives. Un investisseur financier doit surveiller les marchés, rééquilibrer son portefeuille et prendre des décisions d'investissement en fonction de l'évolution économique. Un créateur de contenu numérique peut avoir besoin de mettre à jour ses produits, de répondre aux commentaires ou de faire face à la concurrence. Il n'y a aucune garantie de succès et des pertes peuvent survenir. La fiscalité est un autre aspect pratique à considérer. Les revenus passifs sont soumis à l'impôt et la manière dont ils sont imposés peut varier considérablement en fonction de leur nature et de la juridiction. La compréhension des implications fiscales est essentielle pour maximiser les rendements nets. Des stratégies de planification fiscale peuvent être nécessaires pour optimiser la structure des revenus passifs. En somme, les revenus passifs ne sont pas un mythe, mais leur création et leur maintien demandent un travail ardu, de la discipline, un capital initial et une gestion des risques. Ils représentent un objectif atteignable pour ceux qui sont prêts à investir le temps et l'effort nécessaire pour les mettre en place. La passivité n'est jamais absolue, mais relative. L'objectif est de réduire l'effort continu requis après l'investissement initial, libérant ainsi du temps et de l'énergie. La perspective de générer des revenus de manière plus autonome reste un puissant moteur pour nombreux individus cherchant à maîtriser leur destinée financière. L'enrichissement personnel, qu'il soit modeste ou substantiel, débute invariablement par un principe fondamental, l'épargne. Non pas une épargne contrainte et douloureuse, mais une épargne intelligente, stratégique, ancrée dans une compréhension profonde des mécanismes financiers et comportementaux. C'est la première pierre angulaire de toute construction patrimoniale durable. L'épargne intelligente n'est pas simplement l'acte de mettre de côté l'argent non dépensé. C'est une démarche proactive, une décision consciente de prioriser son avenir financier. Cela implique une analyse rigoureuse des revenus et des dépenses, la mise en place d'objectifs financiers clairs et mesurables et l'adoption d'une discipline constante. Prenons l'exemple d'un individu percevant un revenu stable. Sans une approche structurée de l'épargne, cet individu pourrait se retrouver, malgré des gains confortables, dans une situation où ses dépenses absorbent l'intégralité de ses revenus, voire les dépassent, créant un cycle de dépendance vis-à-vis du salaire suivant. L'épargne intelligente rompt ce cycle en transformant une partie du revenu en capital, en un actif qui travaillera pour l'individu. Le concept de se payer en premier illustre parfaitement cette mentalité. Avant de considérer les factures, les loisirs ou toute autre dépense, un pourcentage défini du revenu est systématiquement alloué à l'épargne. Cette approche inversée place l'épargne au rang de priorité absolue, non pas comme un reliquat aléatoire, mais comme une composante essentielle et non négociable du budget. La quantification de cet objectif d'épargne est cruciale. Une approche courante est la règle des 50-30-20, où 50% du revenu est alloué aux besoins, loyer, nourriture, transport, 30% aux désirs, loisirs, restaurants, shopping non essentiel, et 20% à l'épargne et au remboursement des dettes. Cette règle n'est pas prescriptive pour tous, elle sert de cadre initial adaptable aux situations individuelles. Un individu avec des revenus plus élevés ou des dépenses contraintes moindres pourrait choisir d'épargner 30%, 40% ou même plus de ses revenus. L'automatisation est un levier puissant de l'épargne intelligente. La mise en place de virements automatiques programmés pour le jour de la réception du salaire vers un compte d'épargne dédié élimine la tentation de dépenser cet argent avant qu'il n'ait eu la chance d'être épargné. Cette méthode transforme l'épargne d'un effort conscient et répétitif en une habitude financière indolore et efficace. La diversification des comptes d'épargne est également pertinente.
Un compte pour l'épargne de précaution, destiné à couvrir 6 mois de dépenses essentielles en cas d'imprévu, est un fondement de la sécurité financière. D'autres comptes peuvent être dédiés à des objectifs spécifiques, l'achat d'un bien immobilier, la retraite, les études des enfants ou un projet d'investissement futur. Chaque objectif a sa propre temporalité et son propre niveau de tolérance au risque, ce qui peut influencer le choix des supports d'épargne. La compréhension de l'inflation est une composante intellectuelle fondamentale de l'épargne intelligente. L'argent épargné qui dort sur un compte courant sans rémunération perd progressivement de sa valeur d'achat à cause de l'inflation. En d'autres termes, ceux qui achètent une quantité donnée de biens et services aujourd'hui en achètera moins à l'avenir si cet argent n'est pas mis à profit. C'est pour cela que l'épargne intelligente dépasse la simple mise de côté pour s'orienter vers des placements qui, au minimum, compensent l'inflation. Les livrets d'épargne réglementés, tels que le livret A ou le LDDS, offrent une rémunération souvent supérieure à l'inflation à court terme, une liquidité immédiate et une sécurité du capital. Ils constituent un excellent premier palier pour l'épargne de précaution. Pour des horizons plus longs et des objectifs de croissance, d'autres instruments financiers entrent en jeu, comme les assurances vie en fonds euros ou les comptes titres investis en obligations ou en actions. La psychologie de l'épargne joue un rôle non négligeable. Le sentiment de privation, souvent associé à l'épargne, peut être un frein majeur. L'épargne intelligente aborde ce point en mettant l'accent sur la gratification différée et la visualisation des objectifs. Se projeter dans l'acquisition d'un bien, la réalisation d'un voyage ou la tranquillité d'esprit d'une retraite confortable transforme l'acte d'épargner d'une contrainte en un investissement positif dans son propre avenir. L'élimination des dettes à taux d'intérêt élevés, telles que les dettes de carte de crédit, est un préalable essentiel à l'épargne intelligente. Le coût de ces dettes érode toute capacité d'épargne et représente un fardeau financier constant. Prioriser le remboursement de ces dettes avant d'accumuler une épargne significative est souvent la stratégie la plus judicieuse d'un point de vue purement financier, car le rendement de l'épargne est rarement supérieur au coût des dettes les plus onéreuses. L'optimisation fiscale est une autre facette de l'épargne intelligente. Comprendre les avantages fiscaux liés à certains produits d'épargne, comme les plans d'épargne retraite ou les plans d'épargne en action, permet de maximiser le rendement net de l'épargne. Un euro non imposé est un euro qui reste disponible pour la croissance du patrimoine. L'éducation financière continue est indispensable. Les marchés financiers évoluent, les produits d'épargne changent et les réglementations sont modifiées. Rester informé, lire des publications financières, suivre des experts reconnus permet d'adapter sa stratégie d'épargne aux nouvelles opportunités et aux risques émergents. L'épargne intelligente n'est pas statique, c'est un processus dynamique d'apprentissage et d'ajustement. La patience est une vertu capitale en matière d'épargne. Les effets cumulatifs de l'épargne, magnifiés par les intérêts composés, ne se manifestent pleinement qu'avec le temps. Le concept selon lequel chaque euro épargné est un travailleur qui rapporte d'autres euros est une illustration de cette puissance. Un petit montant épargné régulièrement sur une longue période peut générer un capital final bien plus important qu'un montant plus élevé sporadiquement. Imaginons un jeune individu de 25 ans qui épargne 100 euros par mois, avec un rendement annuel de 5%. À 65 ans, sans ajustement pour l'inflation ni pour une éventuelle augmentation de l'épargne mensuelle, le capital accumulé dépasserait les 150 000 euros. Pour un individu qui commence à 45 ans avec le même montant et le même rendement, le capital serait nettement inférieur, soulignant l'avantage du temps dans la capitalisation. La frugalité, entendue non pas comme la privation mais comme l'optimisation des dépenses, est un allié de l'épargne intelligente. Il ne s'agit pas de ne plus se faire plaisir, mais de distinguer les dépenses essentielles des superflues et de rechercher le meilleur rapport qualité-prix pour chaque achat. Réduire les dépenses récurrentes inutiles, comme des abonnements non utilisés ou des achats impulsifs, libère des fonds qui peuvent être redirigés vers l'épargne. La remise en question régulière des contrats et abonnements, assurances, téléphonie, Internet, permet de réaliser des économies substantielles. Une renégociation ou un changement de fournisseur peut générer un gain annuel significatif qui, épargné, contribuera à l'accumulation de capital. La prise de conscience des coûts cachés et des micro-dépenses est également pertinente. Un café acheté quotidiennement, un repas livré fréquemment, de petits achats impulsifs sur Internet, additionnés sur un mois ou une année, représentent des sommes non négligeables. La simple observation de ces habitudes permet souvent de les ajuster et de dégager des marges pour l'épargne. Enfin, l'épargne intelligente est aussi une question de résilience. Les aléas de la vie, les crises économiques, les changements de situation personnelle peuvent impacter la capacité d'épargne. La flexibilité et la capacité à ajuster sa stratégie face à ces événements sont des attributs essentiels pour maintenir le cap vers l'enrichissement. Un fonds d'urgence solide, comme mentionné précédemment, est le bouclier contre ces imprévus, permettant de ne pas puiser dans l'épargne dédiée à des objectifs à plus long terme. L'épargne intelligente est donc un ensemble complexe de pratiques, de connaissances et d'attitudes.
Elle est la fondation sur laquelle se bâtit la sécurité financière et la liberté économique. Sans cette première étape fondamentale, toute ambition d'enrichissement demeure fragile et exposée aux caprices du hasard et aux pressions des dépenses courantes. Elle est, en somme, l'expression d'une maîtrise de soi financière, une démarche qui transforme un revenu en un véritable levier de prospérité future. La gestion des dettes, un frein potentiel sur le chemin de l'enrichissement personnel, est un sujet d'une complexité souvent sous-estimée, pourtant fondamentale dans toute stratégie financière. Comprendre son mécanisme, ses implications et les différentes approches pour la maîtriser est essentiel. La dette, dans son essence la plus simple, représente un engagement futur à rembourser une somme d'argent empruntée, souvent assortie d'intérêts. Cette définition, bien que succincte, masque une multitude de facettes et de classifications, chacune ayant un impact distinct sur le patrimoine et la capacité d'accumulation de richesses d'un individu. Historiquement, l'endettement a toujours existé sous diverses formes, depuis les prêts de grains dans les civilisations anciennes jusqu'aux instruments financiers sophistiqués d'aujourd'hui. Ce qui a évolué, c'est l'accessibilité au crédit et la diversité des produits d'endettement. Il existe ce que l'on pourrait qualifier de bonne dette et de mauvaise dette, bien que ces termes soient parfois simplistes et subjectifs. Une bonne dette est généralement celle qui est contractée pour acquérir un actif qui prendra de la valeur ou qui générera des revenus ou qui permet d'investir dans son propre capital humain. L'exemple classique est l'emprunt immobilier pour l'achat d'une résidence principale qui, dans de nombreuses économies, tend à s'apprécier avec le temps. Un prêt étudiant peut également être considéré comme une bonne dette si l'éducation acquise conduit à une augmentation significative du potentiel de revenus. Dans ces cas, la dette agit comme un levier, amplifiant le pouvoir d'achat et la capacité d'investissement de l'emprunteur. A l'inverse, la mauvaise dette est souvent associée à des achats de consommation qui se déprécient rapidement ou qui ne génèrent aucune valeur ajoutée. Les dettes de carte de crédit, les prêts personnels contractés pour des biens de consommation non essentiels ou les prêts auto pour des véhicules qui perdent rapidement de leur valeur sont des exemples typiques. Ces dettes se caractérisent souvent par des taux d'intérêt élevés, ce qui signifie qu'une part significative des remboursements sert uniquement à couvrir les coûts financiers plutôt qu'à réduire le capital emprunté. L'effet cumulatif de ces intérêts peut être dévastateur, créant une spirale d'endettement où l'individu se bat constamment pour rester à flot au lieu de progresser vers l'enrichissement. Le coût des intérêts est un facteur primordial dans l'évaluation de l'impact de la dette. Un prêt à 2% d'intérêt sur 20 ans pour un investissement immobilier n'aura pas le même effet qu'un solde de carte de crédit à 18% d'intérêt qui n'est remboursé qu'au minimum chaque mois. Dans ce dernier cas, la majeure partie du paiement mensuel est absorbée par les intérêts, laissant le capital principal quasiment intact. Une simple illustration numérique peut éclairer ce point. Un solde de 10 000 € sur une carte de crédit à 18% d'intérêt, si seulement le paiement minimum est effectué, souvent 2% du solde ou 20 € selon le plus élevé, peut prendre des décennies à rembourser, et le coût total des intérêts pourrait dépasser le capital initial de plusieurs milliers d'euros. Cette réalité est souvent ignorée ou sous-estimée par ceux qui accumulent de la dette de consommation. L'impact psychologique de l'endettement est également un aspect non négligeable. Le stress financier lié à des dettes importantes peut affecter la santé mentale, la productivité et la capacité de prendre des décisions financières saines. Une personne submergée par la dette peut se sentir piégée, ce qui limite sa capacité à envisager des stratégies d'investissement à long terme ou à prendre des risques calculés qui pourraient autrement accélérer son enrichissement. La charge mentale associée à la gestion des paiements, la peur des relances et la contrainte de vivre avec des revenus limités par les remboursements peuvent créer un cercle vicieux. Pour contrer ce frein à l'enrichissement, plusieurs stratégies de gestion de la dette peuvent être envisagées. La première étape, et la plus fondamentale, est de faire un état des lieux complet de toutes les dettes. Cela implique de lister chaque prêt, son montant principal, son taux d'intérêt, le montant du paiement mensuel et la date d'échéance. Cette clarté est essentielle pour comprendre l'ampleur du problème et hiérarchiser les remboursements. Une fois cet inventaire réalisé, différentes méthodes de remboursement peuvent être appliquées. La méthode boule de neige, dette snowball, consiste à rembourser d'abord la plus petite dette en termes de montant, tout en effectuant les paiements minimums sur les autres. Une fois la plus petite dette soldée, le montant qui était alloué à son remboursement est ajouté au paiement de la dette suivante la plus petite et ainsi de suite. L'avantage principal de cette méthode est psychologique, voir rapidement des dettes disparaître, procure une motivation qui peut encourager à persévérer. La méthode avalanche, dette avalanche, quant à elle, priorise le remboursement des dettes avec les taux d'intérêt les plus élevés en premier. Mathématiquement, cette méthode est la plus efficace pour minimiser le coût total des intérêts payés. Elle peut cependant nécessiter plus de discipline, car les dettes avec les taux les plus élevés ne sont pas toujours les plus petites en termes de montant, ce qui peut prendre plus de temps pour voir un premier prêt disparaître complètement. Le choix entre ces deux méthodes dépend souvent de la personnalité de l'individu et de sa tolérance à la frustration.
La consolidation de dette est une autre stratégie qui peut être pertinente. Elle consiste à regrouper plusieurs dettes en un seul prêt, souvent à un taux d'intérêt plus bas que la moyenne des dettes originales ou avec un échelonnement de paiement plus gérable. Cela peut simplifier la gestion des remboursements et potentiellement réduire le coût total des intérêts. Toutefois, il est crucial d'examiner attentivement les termes du nouveau prêt de consolidation, y compris les frais associés, pour s'assurer qu'il s'agit bien d'une solution avantageuse et non d'un simple déplacement du problème. Dans certains cas extrêmes, le recours à un conseiller en crédit ou à des programmes de gestion de la dette peut être nécessaire. Ces professionnels peuvent aider à négocier avec les créanciers pour obtenir des taux d'intérêt réduits, des plans de paiement adaptés, voire des annulations partielles de dette dans des situations très spécifiques. Il est impératif de choisir des organismes réputés et certifiés pour éviter les escroqueries. Au-delà du remboursement des dettes existantes, la prévention de l'endettement futur est une composante critique de l'enrichissement. Cela implique l'établissement d'un budget rigoureux, le suivi des dépenses et une planification financière proactive. Un budget permet de visualiser l'argent qui entre et qui sort, d'identifier les domaines où des réductions de dépenses sont possibles et d'allouer des fonds spécifiquement au remboursement de la dette et à l'épargne. L'adoption de principes de consommation consciente et la distinction entre besoins et désirs sont également des outils puissants pour éviter l'accumulation de nouvelles dettes de consommation. La constitution d'un fonds d'urgence est une autre mesure préventive essentielle. Ce fonds, idéalement équivalent à 3 à 6 mois de dépenses essentielles, agit comme un filet de sécurité en cas d'imprévu, perte d'emploi, maladie, réparations urgentes. Sans un tel fonds, les individus sont souvent contraints de recourir à des dettes à taux d'intérêt élevés pour faire face à ces situations, annulant ainsi leurs efforts d'enrichissement. La compréhension des mécanismes d'intérêt composé est également fondamentale. Si l'intérêt composé est un allié puissant pour l'épargne et l'investissement, il devient un adversaire redoutable en cas d'endettement, particulièrement avec des taux élevés. Chaque jour où une dette à intérêt élevé n'est pas remboursée, les intérêts s'accumulent sur le principal et sur les intérêts déjà accumulés, augmentant exponentiellement la somme due. Une visualisation de cet effet peut inciter à une action plus rapide et plus décisive. En définitive, la gestion des dettes n'est pas simplement une question de chiffres et de taux d'intérêt, mais une discipline holistique qui englobe la psychologie, la planification et la mise en œuvre de stratégies financières. Une approche proactive et éclairée de la dette, qu'il s'agisse de l'éviter, de la réduire ou de l'utiliser judicieusement comme levier, est une pierre angulaire pour toute personne aspirant à l'enrichissement personnel. Ignorer ce facteur, c'est risquer de construire sa richesse sur des fondations fragiles, susceptibles de s'effondrer sous le poids des obligations financières. La liberté financière ne peut être pleinement atteinte qu'en maîtrisant la dette et non en étant maîtrisée par elle. La fiscalité, dans son essence, représente bien plus qu'une simple ponction sur le revenu ou le patrimoine. Elle est un instrument fondamental de la politique économique et sociale d'un État, influençant de manière systémique l'ensemble des mécanismes de création et de distribution de richesses. Son impact sur les méthodes d'enrichissement est multiforme, se manifestant à travers des incitations ou des désincitations, des redistributions et des réallocations de capital. L'un des premiers axes d'analyse concerne l'effet direct de l'impôt sur le revenu. Un taux d'imposition marginal élevé peut décourager l'effort individuel, la prise de risque ou l'investissement dans des activités génératrices de revenus importants. Si une part significative des bénéfices supplémentaires est captée par l'État, la motivation à travailler plus longtemps, à lancer une entreprise ou à poursuivre une carrière exigeante mais lucrative peut diminuer. Les études sur l'élasticité du travail par rapport à l'impôt montrent des résultats variés, mais il existe un consensus sur le fait qu'au-delà d'un certain seuil, l'impôt peut modifier les comportements. Par exemple, des professionnels à haut revenu pourraient choisir de réduire leurs heures de travail, de prendre des retraites anticipées ou de chercher des opportunités dans des juridictions à fiscalité plus clémente. Inversement, une fiscalité faible sur le revenu peut stimuler l'activité économique. Lorsque les individus conservent une plus grande part de leurs gains, ils disposent de plus de capital pour la consommation ou l'investissement. Cela peut se traduire par une demande accrue de biens et services, favorisant la croissance des entreprises, ou par des investissements plus importants dans l'éducation, la formation ou la création d'entreprises, autant de moteurs potentiels d'enrichissement. Cependant, une fiscalité trop faible peut également entraîner des déficits budgétaires, nécessitant un endettement public qui pourrait, à terme, freiner la croissance économique. Au-delà du revenu personnel, la fiscalité des entreprises joue un rôle crucial. Des taux d'impôt sur les sociétés élevés peuvent dissuader les entreprises d'investir, d'innover ou de s'implanter dans un pays donné. Ces impôts réduisent la rentabilité nette des projets d'investissement, ce qui peut pousser les entreprises à réorienter leurs capitaux vers des marchés où la pression fiscale est moindre. Cela peut conduire à une délocalisation des usines, des centres de recherche et développement ou des sièges sociaux, avec des conséquences directes sur l'emploi et la création de valeur dans l'économie nationale.
A contrario, une fiscalité des entreprises attractive, comme des crédits d'impôt pour la recherche et développement ou des régimes d'amortissement accéléré, peut encourager l'innovation et l'investissement. Ces mesures fiscales spécifiques réduisent le coût réel des investissements pour les entreprises, les incitant à prendre des risques et à développer de nouvelles technologies ou produits. Les entreprises qui bénéficient de ces incitations peuvent accroître leur compétitivité, générer des profits plus importants et, par ricochet, contribuer à l'enrichissement de leurs actionnaires. Des zones économiques spéciales offrant des exonérations fiscales ciblées ont été utilisées par de nombreux pays pour attirer des investissements directs étrangers et stimuler la croissance locale. La fiscalité du capital est un autre levier d'action fondamental. L'imposition des plus-values, des dividendes, des successions ou de la fortune a des répercussions directes sur l'accumulation et la transmission de patrimoine. Des impôts élevés sur les plus-values peuvent réduire l'attractivité des investissements en bourse ou dans l'immobilier, incitant les investisseurs à privilégier des placements moins fiscalisés ou à repousser la réalisation de leurs gains. Cela peut avoir un impact sur la liquidité des marchés et la disponibilité du capital. L'impôt sur les successions, par exemple, a pour objectif de limiter la concentration intergénérationnelle de la richesse. En prélevant une partie du patrimoine transmis, il vise à favoriser une plus grande égalité des chances. Cependant, des taux élevés peuvent inciter à des stratégies d'optimisation fiscale complexes, à la délocalisation de patrimoine ou à la donation progressive du vivant, modifiant ainsi les comportements d'épargne et d'investissement des générations plus âgées. La perception de l'impôt sur la fortune est également sujette à débat. Certains argumentent qu'il freine l'investissement productif en réduisant le capital disponible, tandis que d'autres le défendent comme un moyen de réduire les inégalités et de financer les services publics. Les régimes fiscaux spécifiques aux investissements immobiliers sont également des exemples éloquents. Les dispositifs de défiscalisation immobilière, tels que des réductions d'impôts pour l'investissement locatif dans des zones tendues ou pour la rénovation de bâtiments anciens, sont conçus pour orienter l'épargne vers un secteur précis. Ces mesures peuvent stimuler la construction, créer des emplois et répondre à des besoins sociaux, logement. Elles offrent une opportunité d'enrichissement aux investisseurs qui profitent de ces avantages fiscaux pour augmenter le rendement net de leurs placements immobiliers. L'impact de la fiscalité sur l'économie informelle est également pertinent. Des impôts perçus comme excessifs, une administration fiscale complexe ou un manque de confiance dans la redistribution des fonds publics peuvent inciter les entreprises et les individus à opérer dans l'économie souterraine. L'économie informelle, par définition, échappe à l'impôt et à la réglementation, privant l'État de ressources et créant une concurrence déloyale pour les entreprises formelles. Réduire la pression fiscale sur certaines activités ou simplifier les procédures peuvent parfois encourager la formalisation et l'intégration dans l'économie officielle, augmentant ainsi la base fiscale à long terme. La fiscalité indirecte, telle que la taxe sur la valeur ajoutée ou les taxes sur les produits spécifiques, tabac, alcool, carburant, impactent également les ménages et les entreprises. Bien qu'elle ne soit pas directement liée à l'enrichissement par la production, elle affecte le pouvoir d'achat et la consommation. Une TVA élevée augmente le coût des biens et services pour le consommateur final, réduisant sa capacité d'épargne et d'investissement. Pour les entreprises, la TVA est neutre si elle est entièrement déductible, mais elle peut affecter les flux de trésorerie. Les taxes sur les produits spécifiques, souvent appelées taxes pigouviennes, visent à corriger des externalités négatives, pollution, santé publique, et peuvent inciter à des changements de comportement qui, à terme, pourraient avoir des implications économiques. La stabilité et la prévisibilité du cadre fiscal sont des facteurs déterminants pour les investisseurs et les entrepreneurs. Des changements fréquents ou imprévisibles des lois fiscales créent une incertitude, ce qui peut décourager l'investissement à long terme. Les entreprises et les particuliers ont besoin de visibilité pour planifier leurs activités et leurs finances sur plusieurs années. Une législation fiscale stable, même si elle n'est pas la plus favorable, peut être préférée à un régime plus avantageux mais sujette à des modifications constantes. Cette stabilité permet d'évaluer les risques et les rendements potentiels avec une plus grande précision, favorisant ainsi les décisions d'investissement productives. Enfin, il convient de considérer l'impact de la fiscalité internationale. La globalisation des économies a conduit à une concurrence fiscale entre les États pour attirer les capitaux et les talents. Les entreprises multinationales peuvent structurer leurs activités pour minimiser leurs charges fiscales globales, exploitant les différences de taux d'imposition entre les juridictions. Cela a donné lieu à des débats sur l'optimisation fiscale agressive et l'érosion de la base d'imposition des États. La coordination fiscale internationale, comme les initiatives de l'OCDE sur l'érosion de la base d'imposition et le transfert de bénéfices, BEPS, vise à créer un cadre plus équitable et à empêcher les entreprises de ne pas payer leur juste part d'impôt. Ces efforts de coordination, s'ils réussissent, pourraient modifier les stratégies d'enrichissement basées sur l'exploitation des failles fiscales internationales. En conclusion, la fiscalité n'est pas un phénomène neutre. Elle façonne les incitations économiques, influence l'allocation des ressources, détermine les conditions de la concurrence et redistribue la richesse. Comprendre ces mécanismes est essentiel pour quiconque cherche à s'enrichir, car chaque décision d'investissement, de travail ou de consommation est prise dans un cadre fiscal donné dont les règles peuvent amplifier ou réduire les opportunités de création de richesse.
L'enrichissement, dans sa conception la plus large, représente une augmentation de la valeur, qu'elle soit financière, intellectuelle ou expérientielle. Cependant, le discours commun se focalise principalement sur l'aspect pécuniaire, une accumulation de capital qui permet une plus grande liberté de choix et une sécurité accrue. L'acquisition de richesses ne se limite pas à des transactions opportunistes ou à des gains éphémères. Elle s'inscrit dans des stratégies à long terme, souvent basées sur la persévérance, la discipline et une compréhension approfondie des mécanismes économiques et humains. Une première approche fondamentale pour s'enrichir durablement réside dans l'épargne et l'investissement. L'épargne est la base, la pierre angulaire de toute stratégie financière. Elle représente la part du revenu non consommé, mise de côté pour des besoins futurs ou des opportunités d'investissement. La discipline de l'épargne, même minime au départ, est cumulative. L'effet des intérêts composés, cette capacité de l'argent à générer de l'argent qui, à son tour, génère davantage d'argent, est un moteur puissant de croissance patrimoniale sur le long terme. Un placement régulier, même modeste, sur plusieurs décennies, peut aboutir à des sommes considérables, bien au-delà de l'épargne initiale. L'investissement, quant à lui, est l'étape suivante. Il consiste à utiliser cette épargne pour acquérir des actifs susceptibles de prendre de la valeur ou de générer des revenus. Le marché boursier, à travers l'acquisition d'actions d'entreprises, offre la possibilité de devenir propriétaire d'une fraction d'une entité économique. La valeur de ces actions peut augmenter avec la croissance de l'entreprise et des dividendes peuvent être versés, représentant une part des bénéfices. L'investissement immobilier, par l'achat de biens fonciers ou de bâtiments, permet de générer des revenus locatifs et de potentiellement bénéficier d'une appréciation de la valeur du bien. D'autres formes d'investissement existent, telles que les obligations, qui sont des prêts faits à des entreprises ou des États en échange d'un intérêt, ou encore les fonds d'investissement diversifiés, qui permettent de mutualiser les risques en investissant dans un portefeuille d'actifs géré par des professionnels. La diversification est un principe clé de l'investissement durable. Ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier réduit la vulnérabilité aux fluctuations d'un seul marché ou d'un seul actif. Un portefeuille diversifié peut inclure des actions, des obligations, de l'immobilier et éventuellement des matières premières ou des fonds alternatifs en fonction de la tolérance au risque et des objectifs de l'investisseur. La diversification n'élimine pas le risque, mais elle le gère en le répartissant. L'éducation financière est une composante essentielle de l'enrichissement. Comprendre les bases de la comptabilité personnelle, les différents types d'actifs, les risques associés à chaque investissement et la fiscalité applicable permet de prendre des décisions éclairées. L'apprentissage continu des marchés financiers et des principes économiques est un avantage indéniable. Des ouvrages spécialisés, des cours en ligne et des analyses d'experts peuvent fournir les outils nécessaires à cette compréhension. Au-delà des stratégies d'investissement direct, le développement de compétences et l'amélioration de la valeur sur le marché du travail constituent un levier majeur. L'éducation formelle, telle que l'obtention de diplômes universitaires ou de certifications professionnelles, ouvre souvent les portes à des carrières mieux rémunérées. Cependant, l'apprentissage ne s'arrête pas là. L'acquisition de nouvelles compétences tout au long de sa vie professionnelle, l'adaptation aux évolutions technologiques et sectorielles et le développement de compétences transversales comme le leadership, la communication ou la résolution de problèmes augmentent la valeur d'un individu aux yeux des employeurs et des clients. Cette augmentation de valeur se traduit généralement par une progression salariale ou par des opportunités de création d'entreprises plus lucratives. La création d'entreprises est une voie potentiellement très enrichissante. Elle implique de prendre des risques significatifs, mais offre aussi la possibilité de créer de la valeur à grande échelle et de générer des revenus substantiels. La réussite entrepreneuriale repose sur la capacité à identifier un besoin non satisfait, à développer une solution innovante, à constituer une équipe compétente et à commercialiser efficacement le produit ou le service. La persévérance face aux échecs, la capacité à pivoter lorsque nécessaire et une vision claire sont des attributs essentiels de l'entrepreneur. Des exemples abondent d'entreprises parties de rien pour devenir des géants, créant non seulement de la richesse pour leurs fondateurs, mais aussi des emplois et des innovations bénéfiques à la société. L'éthique est une composante clé de l'enrichissement durable. Un enrichissement obtenu par des moyens douteux, des pratiques déloyales ou une exploitation, même s'il peut être rapide, est rarement stable sur le long terme. Les scandales financiers, les atteintes à l'environnement ou les violations des droits sociaux peuvent entraîner des pertes de réputation, des amendes colossales, des poursuites judiciaires et finalement une destruction de valeur. L'investissement éthique, également appelé investissement socialement responsable, ISR, prend en compte des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance dans les décisions d'investissement.
Cela signifie privilégier les entreprises qui respectent l'environnement, qui ont des pratiques sociales équitables et une gouvernance transparente. Ces entreprises sont souvent perçues comme moins risquées à long terme et plus résilientes face aux défis futurs. La philanthropie et le partage de la richesse sont également des aspects de l'enrichissement durable. La capacité à contribuer au bien commun, à soutenir des causes qui ont du sens, ne se limite pas à l'aspect moral. Elle peut renforcer la réputation, créer des réseaux et procurer un sentiment de satisfaction qui dépasse la simple accumulation matérielle. Certaines personnes fortunées choisissent de consacrer une part significative de leur richesse à des fondations, des œuvres charitables ou des initiatives sociales, reconnaissant que l'enrichissement n'est pas uniquement une affaire personnelle, mais a également une dimension collective. La gestion des dettes est un aspect souvent négligé mais crucial de l'enrichissement. Toutes les dettes ne sont pas égales. Une dette contractée pour financer un investissement qui générera des revenus supérieurs au coût de la dette, par exemple un prêt immobilier pour un bien locatif rentable ou un prêt étudiant pour une formation très qualifiante, peut être considérée comme une bonne dette. En revanche, une dette de consommation à taux d'intérêt élevé, contractée pour des biens périssables ou non essentiels, peut rapidement devenir un fardeau. Et la réduction et l'élimination des dettes à taux d'intérêt élevé libèrent des ressources financières qui peuvent alors être dirigées vers l'épargne et l'investissement, accélérant ainsi le processus d'enrichissement. Le développement d'un état d'esprit orienté vers la croissance est également fondamental. Cela implique une volonté d'apprendre de ses erreurs, une capacité à s'adapter aux changements et une persévérance face aux obstacles. La richesse ne s'acquiert pas du jour au lendemain, elle est le fruit d'un processus continu d'efforts et d'ajustements. Les périodes de récession économique, les revers professionnels ou les pertes d'investissement sont inévitables. La capacité à surmonter ces défis, en tirer des leçons et à continuer d'avancer est un trait commun aux individus qui parviennent à s'enrichir durablement. La patience est une vertu essentielle dans le processus d'enrichissement. Les stratégies à court terme, souvent spéculatives, peuvent générer des gains rapides, mais sont également associées à des risques élevés et à une volatilité importante. L'enrichissement durable s'inscrit dans une perspective de long terme. Les marchés boursiers, l'immobilier ou la croissance d'une entreprise prospère nécessitent du temps pour fructifier. Décennies peuvent être nécessaires pour que les effets cumulatifs de l'épargne, de l'investissement et de la croissance génèrent des résultats significatifs. Enfin, la conscience de soi et l'équilibre de vie contribuent à un enrichissement qui va au-delà du seul aspect financier. La richesse matérielle, si elle n'est pas accompagnée d'un bien-être personnel, d'une bonne santé physique et mentale et de relations interpersonnelles épanouissantes, peuvent s'avérer insuffisantes. Un enrichissement durable et éthique intègre ces dimensions, reconnaissant que la véritable abondance réside dans un équilibre entre les différentes facettes de l'existence. Cela implique de savoir quand travailler et quand se reposer, de maintenir des relations saines et de poursuivre des activités qui apportent de la joie et du sens. La recherche de la richesse ne doit pas se faire au détriment de la santé, des relations ou des valeurs personnelles, car ces éléments sont, en fin de compte, les piliers d'une vie riche et accomplie.